Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que oui, le mercato bat son plein déjà côté Paris Saint-Germain. Le PSG devrait signer sa première recrue dans les prochaines heures. On va revenir sur l'information qui est sortie. Matvei Safonov, le gardien du Krasnodar, devrait bel et bien s'engager avec le Paris Saint-Germain. Il serait en train de passer sa visite médicale. On va parler du joueur, on va parler du transfert, on va parler de ses points forts, ses points faibles, bien qu'il y ait peu de données disponibles sur Internet. Vraiment, j'ai fait de fond en comble les sites que j'ai l'habitude de consulter pour avoir des statistiques, pour avoir des graphiques. J'ai été sur Twitter, etc. C'est vrai que c'est un gardien du Krasnodar, championnat russe, donc il y a peu d'informations encore qui sont sorties sur lui, mais probablement qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir aussi dans les prochains jours, puisque maintenant que la lumière est mise sur lui, beaucoup de gens devraient commencer à s'intéresser aux joueurs, à poster des choses, etc. Donc on en saura un petit peu plus. Mais en tout cas, il y a déjà quelques informations que je vais pouvoir vous présenter et je vais évidemment vous donner mon avis comme d'habitude. La vidéo qui était initialement prévue aujourd'hui sortira du coup jeudi ou vendredi. Allez, on est parti pour la vidéo. N'hésite pas à mettre ton meilleur like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager la vidéo à tes amis qui ne le connaissent pas encore. Alors, on va commencer avec la petite fiche de Matvei Safonov, comme d'habitude sur Transfermarkt. On peut voir donc 1m92, gardien, 25 ans, donc il a eu 25 ans cette année, donc ça reste encore jeune pour un gardien. D'ailleurs, c'est ce qui se dit, on mise sur un potentiel, mais déjà international russe, comme je vous ai dit, avec déjà 13 matchs au compteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit sa valeur estimée à 18 millions d'euros, quand on sait que le transfert est à 20 millions d'euros. Bon, au moins, on n'a pas surpayé. C'est sa valeur. Et en plus, il a un contrat aspirant jusqu'en 2029. Donc sincèrement, au niveau du transfert, je trouve que c'est pas mal. Même si évidemment, c'est beaucoup pour un joueur qu'on ne connaît pas et une doublure, puisqu'on dit que c'est apparemment une doublure, voire un 1 bis. C'est vrai que ça paraît cher. Mais en tout cas, au niveau de sa valeur, factuellement, le tarif n'est pas élevé. Cette saison en championnat, Krasnodar est deuxième. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Matvei Safonov a réalisé 11 clean sheets cette saison en 30 matchs, c'est-à-dire un clean sheet sur 3. C'est pas mal, sincèrement, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que quand on sait que le Krasnodar est deuxième et que, comme vous pouvez le voir, on a 6 clubs qui se tiennent en moins de 9 points, et qu'on voit le premier à 57 points en 30 matchs, tu te rends compte que c'est un championnat qui est quand même assez serré, avec pas mal de clubs que vous reconnaissez, je pense. Évidemment, le Zénith, Krasnodar, le Dynamo Moscou, le Lokomotiv Moscou, le Spartak Moscou, le CSKA Moscou et même le Rubin Kazan qui est 8e. Mais du coup, c'est pas mal de clubs qu'on connaît, qui sont historiquement assez connus en Europe. Et pour le coup, on voit qu'ils se tiennent, c'est très serré. Donc, dans un championnat assez serré, c'est pas mal de faire quand même 11 clean sheets. On n'est pas sur un Bayern Munich ou une Juventus qui dominait son championnat et qui du coup domine de la tête et des épaules son championnat, et donc il est plus facile entre guillemets de faire un clean sheet, un petit peu comme le Paris Saint-Germain par exemple en Ligue 1. Donc 11 clean sheets, je trouve ça intéressant. Et si on continue, on peut voir aussi que dans ce championnat-là, Matvei Safonov ressort comme un des meilleurs joueurs, en tout cas un de ceux qui ont la plus grosse valeur marchande, avec Wendel et Claudinho. On retrouve en troisième position Safonov qui coûte donc 18 millions d'euros. Donc c'est intéressant parce que mine de rien, il est peu connu en Europe, mais en Russie, c'est un des meilleurs joueurs du championnat, un des joueurs les plus connus et surtout un des joueurs qui a la plus grosse valeur marchande. Et donc je vous parlais des clean sheets. On peut voir que ses arrêts par an, il est constamment en évolution, constamment en amélioration. Et ça, c'est une donnée importante, pas uniquement sur les arrêts. Parce que ce qui se dit de certains scouts qui parlent de Safonov, c'est que c'est un gardien qui progresse. Et par rapport à Donnarumma, par exemple, c'est peut-être un avantage. Parce qu'on parle d'un clone de Donnarumma, on va y venir juste après, mais lui, au moins, a l'avantage de progresser. Certes, il a des points faibles similaires, mais de ce qui se dit des scouts, c'est que c'est un gardien qui progresse année après année, même sur ses points faibles. Et on a pu le voir avec Donnarumma. C'est un gardien qui a de gros points faibles, de grosses lacunes et qui n'a pas l'air forcément de progresser. Certes, il y a moins d'erreurs. Certes, il y a un jeu au pied un petit peu meilleur, mais il y a de gros défauts qu'on voit très souvent. Une prise de décision assez lente, des contrôles un peu hasardeux, un QI foot un peu compliqué, et puis des sorties aériennes catastrophiques. Même dans ses 5,50, il a du mal à s'imposer. Au moins avec Safonov, il y a de la progression. Bon, revenons à nos moutons. Et comme on peut le voir, donc, les arrêts par an, on peut voir qu'il est en perpétuelle amélioration depuis 2018. Et puis, on voit cette année, il a réalisé ses meilleurs chiffres avec, donc, 2022, plus de 100 arrêts par an. Et c'est une stat quand même importante. On va le voir juste après aussi. 60 arrêts à l'intérieur de sa surface. Donc, inside the box, vous pouvez le voir, c'est la courbe de droite, la courbe bleu clair tout en bas. Vous pouvez voir qu'il y a plus de 60 arrêts qui sont réalisés
dans sa surface. Et c'est ça en fait que je voulais vous montrer avec ce message-là. Traduit en français, donc ça donne 500 arrêts en 5 ans, plus de 500 arrêts en 5 ans dans sa carrière professionnelle, seulement 167 buts encaissés, ce qui donne un pourcentage d'arrêt de 75% des tirs depuis qu'il a commencé en professionnel en Russie. Plus de 75% d'arrêt. En championnat cette saison, il est à 80%, ce qui est énorme. Et surtout, ce qui est à prendre en compte dans cette statistique, c'est que la plupart des tirs qu'il a arrêtés sont dans la surface. Donc, c'est de réels arrêts. Ce n'est pas des frappes à 30 mètres que tu as le temps de voir venir. Non, non, c'est à l'intérieur de la surface, la majorité des arrêts qu'il a réalisés. Donc, 80% d'arrêts en championnat, 75% depuis le début de sa carrière. Et quand on voit du coup sur la courbe juste avant que cette saison et depuis l'année dernière, il est constamment en train d'augmenter son nombre d'arrêts et qu'il a plus de 100, on voit que les taux augmentent et qui peut-être s'il continue comme ça, il sera entre 80 et 85% d'arrêts sur une saison, ce qui est énorme, surtout quand on sait que la majorité de ses arrêts sont dans la surface. Hormis les arrêts sur sa ligne, hormis le pourcentage d'arrêts très élevé, il y a aussi un point fort côté Matvei Safonov, c'est la relance à la main. Il a une énorme relance à la main. De ce qui se dit, c'est quelqu'un qui est très précis et qui peut relancer très très loin. C'est un vrai point fort. Bon, Luis Enrique n'utilise pas forcément cette relance à la main, mais en tout cas, pour un gardien qui ne sait pas forcément relancer au pied, on va en parler de son point faible, c'est quand même utile d'avoir une très bonne relance à la main pour relancer très vite. À partir du moment où tu sors, tu viens capter un ballon. Si tu peux relancer très vite parce qu'au pied, tu es un petit peu défaillant, c'est quand même un point fort. Pour un gardien, savoir relancer à la main, c'est quand même quelque chose d'important. Et ça, c'est aussi à mettre à son crédit, c'est aussi dans ses points forts. Petite vidéo qui montre également ce que je mettais en lumière tout à l'heure, c'est un gardien international. Et sur cette vidéo, c'est le match Russie-Serbie. Et on peut voir toute sa qualité sur la ligne, comme je disais, des arrêts réflexes, des grosses parades avec des frappes qui sont dans la surface. Et sincèrement, on voit qu'il a une énorme qualité de réflexe, une énorme qualité sur sa ligne. Donc au moins, on n'y perd pas au change avec un Donnarumma, par exemple. Autre facteur aussi qui est très très important par rapport au transfert au Paris Saint-Germain, la pression qu'il pourrait avoir, l'adaptation également, c'est que c'est un joueur qui a un énorme mental. C'est un vrai leader, c'est un vrai capitaine. Et pourtant, il n'a que 25 ans. Et on sait aussi que les gardiens, leur prime, c'est plus à 28, 29, 30 ans. Lui, il a 25 ans, il est déjà très très bon, il progresse, mais surtout, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a un énorme mental, qui a peur de rien sur un terrain et qui surtout sait résister à la pression. Donc ça peut être quand même un élément important, un facteur important pour venir s'adapter dans un club sous pression, un club qui ne parle pas sa langue, clairement, parce que des Russes, il n'y en a pas, ça court pas les rues au Paris Saint-Germain et ce serait le seul. Donc c'est quand même un facteur important, avoir le mental, avoir les épaules pour tenir la pression d'un club pareil. On sait qu'il va être très scruté, qu'il va être très attendu. Et si jamais, par exemple, il joue, il va devoir être bon tout de suite. Donc, c'est important. Et puis surtout aussi, de ne pas avoir peur, que ce soit dans les sorties ou quoi que ce soit, même si il peut se trouer, même si c'est pas le meilleur, même au pied, on l'a dit, mais au moins, c'est un mec qui n'a pas peur. Donc, il n'aura pas peur de recevoir le ballon, il n'aura pas peur de sortir, il n'aura pas peur de se mettre en danger. Maintenant, évidemment, ça va être aussi à lui de progresser dans ces aspects-là. Et on dit également de lui que son QI foot est un vrai point fort chez lui. Donc ça, au moins, pour comprendre tactiquement, pour rien que se placer. Je vous disais, par exemple, la dernière fois, quand Marquinhos rate sa passe et que Donnarumma, en fait, était resté dans sa cage, au moins, lui, il ne va pas hésiter à venir se proposer, ce qui évitera d'avoir une passe ratée de Marquinhos qui part, du coup, en corner et qui, derrière, concède un but. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis, évidemment, sur ce transfert. Premièrement, la première conclusion qu'on en tire, c'est évidemment Arnaud Tenas, la situation d'Arnaud Tenas. Puisque visiblement, recruter un gardien 20 millions d'euros pour être a priori une doublure, voire un 1 bis, ça veut dire que Arnaud Tenas passerait 3e dans la hiérarchie. Donc moi, ce que j'en conclus, c'est qu'Arnaud Tenas va sûrement être prêté ou vendu. Mais en tout cas, il ne restera pas la saison prochaine au Paris Saint-Germain, soit parce que c'est sa volonté à lui d'avoir du temps de jeu, soit parce que du coup il n'a pas convaincu. On a pu voir de bons débuts, notamment sa rentrée face au Havre et le match dans la foulée, je crois que c'était Nantes, mais malheureusement quand il a eu du temps de jeu par la suite, ça a été compliqué. On a vu sur sa ligne, c'est loin d'être le meilleur par rapport du coup à Gigio ou du coup à Safonov. Il y a beaucoup moins de pourcentage d'arrêts réussis, beaucoup moins de sauvetage. On a vu que sa taille était aussi un petit problème, donc même s'il y a le jeu au pied, c'est vrai que sur sa ligne, c'est pas assez rassurant, il n'y a pas assez d'arrêts et du coup peut-être qu'il n'a pas convaincu tout simplement. La vérité, c'est que Gigio Donnarumma n'a pas forcément convaincu non plus. Qu'on soit nous supporters ou au sein du club, on voit un gardien qui certes fait énormément d'arrêts, certes a sauvé beaucoup de points notamment en Ligue 1, mais quand le niveau s'élève en Ligue des Champions, il a du mal.
certes, sur sa ligne, il reste quand même très très bon. Il a sauvé pas mal de buts, hein, encore face à Dortmund. On a quand même des souvenirs où Donnarumma a bien résisté à la pression. Je me souviens aussi du match à San Siro à Milan où il a été lui-même plutôt bon. Mais il y a toujours de gros défauts, mais il y a toujours la pression des gros matchs où il commet des erreurs et des buts directs. Ces sorties aériennes qui sont calamiteuses, qui ont pu coûter plusieurs buts et qui auraient pu coûter même plus de buts. Dans le domaine aérien, on voit que beaucoup de fois, il a du mal à sortir. On a vu ce but de Christensen, ce troisième but face à nous au parc. On a vu le but de Mats Hummels. Quand tu es un gardien avec cette envergure-là, c'est pas normal de ne pas être capable de t'imposer dans tes 5,50. On te demande même pas de t'imposer dans ta surface, hein, dans tes 16 mètres, mais dans tes 5,50. Et ça, je suis désolé, c'est pas normal. Et malheureusement, depuis le Milan, parce que c'est pas seulement depuis le PSG, c'est depuis le Milan AC, donc ça fait maintenant, Donnarumma, ça doit faire presque 10 ans, hein, non, peut-être un peu moins, depuis qu'il a 16 ans, hein, il joue titulaire, donc ça fait 7-8 ans qu'il joue quand même à niveau professionnel, et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément de progression. Ces problèmes, les soucis qu'il avait, les points faibles qu'il avait au Milan AC sont toujours les mêmes au Paris Saint-Germain à ses débuts, et toujours encore aujourd'hui. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément de progression. Il y a peut-être moins d'erreurs, mais il n'y a pas forcément de marge de progression. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de le concurrencer directement, parce qu'on a vu qu'avec Navas, il avait du mal avec la pression d'avoir un numéro 1 bis, donc on lui a laissé du temps, on l'a laissé s'installer, ça a été le cas cette saison, et la saison dernière aussi, puisque Navas était parti à Nottingham Forest, mais du coup, on l'a vu en 2 ans, est-ce qu'il a vraiment convaincu? En Ligue 1, oui, bien qu'il y a eu quand même quelques boulettes et quelques sorties ratées, en Ligue des Champions, pas forcément. Donc je pense qu'il y a aussi la volonté du club de lui mettre une vraie concurrence et de dire bon, maintenant mon coco, on t'a mis dans un fauteuil, on t'a pas forcément mis dans les meilleures dispositions avant, on t'y a mis, t'as pas forcément progressé, maintenant tu vas avoir une concurrence et c'est à toi aussi d'avoir le niveau, d'être fort mentalement et de résister à ça. Parce que si tu n'arrives pas à résister à une concurrence, la vérité, alors que ça fait 3 ans que tu es au club, bon, à un moment donné, c'est peut-être que tu n'as pas le niveau pour être le gardien qui nous fait gagner une Ligue des Champions. Alors après, il y a le prix. 20 millions, personnellement, je pense comme vous, je trouve ça excessif pour un gardien de but, une doublure et quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Maintenant, c'est pas parce qu'on ne le connaît pas que c'est pas une valeur sûre ou un bon gardien. Ça peut l'être. Et surtout que par rapport à sa valeur, on voit quand même que finalement, ça va, on ne l'a pas recruté 40 millions. Maintenant, le gros souci aussi pour moi, c'est quand même l'adaptabilité. Un gardien russe, personne ne parle russe au sein du club. Alors, peut-être qu'il parle anglais et on a pas mal de joueurs qui parlent anglais, mais la vie en Russie, la vie en France, c'est pas pareil. Quand on voit qu'il y a des joueurs qui arrivent d'Italie ou d'Allemagne ou d'Angleterre ou d'Espagne et qui n'arrivent pas trop à s'acclimater à Paris, à la France ou quoi que ce soit, on se dit qu'un mec qui arrive de Russie, ça va pas forcément être évident. Et puis, il me semble que le dernier russe qui est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était Sergueï Semak. Donc je pense qu'il y en a qui n'ont pas connu. Sergueï Semak, c'était dans les années 2004. En fait, il avait réalisé une énorme campagne de Ligue des Champions avec le CSKA Moscou et il nous avait mis, je crois, un doublé ou un triplé face à nous en poule. Et en fait, derrière, on a été le recruter. On a mis une petite quicheta à ce moment-là, je crois, sur lui. Et puis finalement, il avait totalement flop chez nous. Donc un joueur russe, attention, tu prends des risques. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'il a une âme de leader. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Semak, c'était, si je ne me trompe pas, le capitaine du CSKA à ce moment-là. Donc, ça montre que tu as beau être un leader, tu as beau avoir du caractère, il y a une différence entre le championnat russe et le championnat français, la vie russe et la vie française. Également, je m'interroge sur le profil, parce que forcément, on l'a dit, Gigio Donnarumma n'est pas forcément le gardien enclin à satisfaire Luis Enrique, puisqu'on le sait, il compte sur son gardien, un gardien qui a un très bon jeu au pied pour participer à la relance, pour apporter du surnombre à la relance, être en supériorité numérique et apporter une solution supplémentaire. Et on l'a vu avec Gigio Donnarumma, c'est pas du tout son point fort, et du coup, il peut pas du tout compter sur lui. Donc, on se disait, si on va chercher un mec pour le concurrencer, voire le remplacer, c'est un mec qui a un bon jeu au pied. Et là, on est parti chercher son clone. Un mec qui est très fort sur sa ligne, mais un mec qui est défaillant au pied. Alors certes, ce qui se dit, c'est qu'il est en train de progresser, mais tu t'interroges quand même à te dire, est-ce qu'il est Lucho compatible? Donc forcément, j'espère en tout cas avoir des informations supplémentaires plus tard pour savoir si Luis Enrique a bien validé la piste. Parce que si, c'est bien d'anticiper, c'est bien de commencer à travailler très tôt, ça franchement, c'est un vrai point positif. Mais si on est encore en train de faire un mercato en recrutant des joueurs que Luis Enrique ne valide pas, là, sincèrement, on va encore une fois droit dans le mur et on va encore jeter 20 millions comme on a pu jeter au mercato dernier. Donc voilà pour mon avis global. Alors, ce qui est sympa aussi quand même, c'est que c'est un peu une surprise, quoi. Personne s'attendait à un transfert pareil, personne s'attendait à un joueur pareil. Et je pense pas me tromper, mais la dernière surprise qu'on a pu avoir un petit peu dans ce genre-là, c'était Marco Verratti en Série B. Et Marco Verratti, tout de suite, s'était imposé et c'était une magnifique surprise pour le coup. Alors peut-être qu'on aura une belle surprise. Je pense que ceux qui sont derrière ce transfert savent ce qu'ils font, à part s'il y a une histoire d'argent ou une histoire un petit peu sombre. Mais ça pourrait être en tout cas
une bonne surprise. La vérité, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup sur ce gardien pour en parler, que ce soit nous supporters en France ou alors même en Europe. Il y a quand même des scouts évidemment qui sont dessus et qui vont peut-être nous apprendre un petit peu plus de choses dans les prochains jours. Je pense qu'il a quand même aussi été scouté par Luis Campos et par ses équipes ou par d'autres par qui il a pu passer, je n'en sais rien. On va espérer évidemment aussi, comme j'ai dit, que Luis Enrique a eu son mot à dire et qu'il a validé la piste. Mais même si ce n'est pas un joueur connu ici, c'est un joueur qui est connu en Russie. On l'a vu avec Marco Verratti, il était connu en Italie, bien qu'il soit peu connu ici. Et puis pour lui, c'est pareil. C'est quand même un gardien qui est un des meilleurs joueurs de son championnat, qui est un des joueurs les plus évalués de son championnat, qui a une carrière internationale avec l'équipe russe et qui a déjà joué une quinzaine de matchs et qui est un très très bon joueur de la sélection russe, qui a fait de bons matchs aussi en Ligue Europa. Donc, on n'est pas sur un clampin qui sort de nulle part. Certes, nous, on le connaît peu, mais là-bas, c'est quand même un des meilleurs joueurs. Et d'ailleurs, il fait partie d'une belle génération, on appelle la génération dorée, en Russie. Donc évidemment, 20 millions pour le moment, ça nous paraît énorme. On s'interroge énormément, mais peut-être qu'on aura une bonne surprise, comme on a pu avoir par exemple avec Marco Verratti, et que ça nous paraîtra des clopinettes quand on verra vraiment son réel niveau. En tout cas, on a dit qu'il fallait de la concurrence partout. Pour moi, c'est une bonne chose d'avoir un 1 bis qui arrive. Quand bien même ça peut déstabiliser Donnarumma, à un moment donné, si tu ne sais pas résister à la concurrence, à la pression, tu n'as rien à faire pour moi au Paris Saint-Germain. Alors très curieux de suivre ça, très curieux de suivre comment ça va se passer, très curieux d'en savoir plus aussi sur qui il est, parce que pour l'instant, on a quelques informations, mais pas en détail. J'ai d'ailleurs fait de nombreuses recherches sur tous les sites auxquels je vais d'habitude pour des statistiques, pour des graphiques, etc. Et j'ai pas trouvé grand-chose, hein. J'ai littéralement rien trouvé. Donc ça prouve qu'on n'en sait pas encore beaucoup sur ce gardien, mais avec la visibilité qu'il va avoir là, je pense qu'il y a pas mal de scouts qui vont se pencher sur le dossier et nous envoyer pas mal d'informations. Donc voilà les amis, la première recrue du Paris Saint-Germain sera une petite surprise et moi je trouve ça assez cool. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus sur lui, j'ai hâte de le voir à l'œuvre et puis, comme j'ai dit, peut-être qu'on aura une belle surprise. Dans tous les cas, évidemment, ça annonce un beau mercato parce que je pense qu'il va y en avoir pas mal des recrues et évidemment, on attend de meilleures recrues, évidemment qu'il y aura des cadors qui vont arriver et on a hâte de savoir qui ça va être. Allez les amis, on se retrouve jeudi ou vendredi pour la vidéo que je suis en train de préparer. Cette fois, elle devrait sortir. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.